9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Et sur Espace TV, vous nous regardez tous les soirs à partir de 22h30. Merci de votre fidélité. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Mohamed Camara, juriste, le grand oral. Ça va démarrer dans un instant, mais d'abord on s'intéresse évidemment à vos SMS reçus GGO 8037. Et nous avons Djouma Bindi qui nous écrit ce matin. Il faut appeler Madame Ramatoulaye. Il vous en dira plus. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, sur d'autres messages que nous recevons en direct. Bonjour les GG. L'argent que le président est en train de distribuer tout au long de son parcours devrait servir à financer voilà, la santé, entre autres. C'est Alassane Souadoutou qui nous envoie ce message en live. Bonjour les GG. Antoine, pourquoi le chef de l'État, je ne comprends pas le message parce que ça vient vraiment à ramasser, c'est un peu compliqué. Nous partons avec notre invité à Bakadialo ce matin, Monsieur Mohamed Camara. Oui, avec Mohamed Camara, nous lançons cette rubrique, vous l'avez dit, cette rubrique spéciale. Donc tous les jours, secteur par secteur, nous allons avoir le regard, les critiques des spécialistes, des experts sur les différents domaines pour faire d'abord le diagnostic des mots qui minent ces différents secteurs et par la suite donc dégager des clés de solutions en tout cas et surtout les défis qui attendent le prochain président de la Guinée. Nous avons l'honneur de recevoir Mohamed Camara pour ouvrir le bar. C'est intéressant à Bakadialo parce que hier je regardais le premier numéro de Face au peuple de Moussa Moïse Silla à la télévision. J'ai vu Dr Faya en tout cas qui cherchait un petit peu Moussa Moïse Silla. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus les dessus là-dessus parce que c'est très important. Il faut que ces candidats là nous disent un petit peu ce qu'ils ont comme programme de société. C'est très important. Oui, Dr Faya, on sait bien qu'il aime parler, mais il ne s'attendait pas quand même à toutes ces questions. Justement. Puisque nous avions fait un choix sélectif. Le public était composé donc d'économistes, d'ingénieurs. Donc il ne s'attendait pas à des questions techniques. Le monsieur lui a demandé, mais vous dites que vous ferez ça, mais vous n'avez jamais dit comment vous allez le faire. D'où est-ce que vous allez tirer les ressources pour le faire. Justement. Et donc ça a été... la dégringolade. Comme c'est le premier invité, les autres me demandent à l'avance le questionnaire. Ah ben non, mais ça marche pas comme ça, je suis désolé, hein, voilà, allez-y. Soit on est préparé à être président de la République, mais ce n'est pas la présidence qu'on va apprendre quand même. Hein. C'est illustratif du paysage politique guinéen. On s'invite à politique, pas forcément pour résoudre les problèmes, pas forcément pour avoir les clés des solutions, parce que ces gens-là ne s'intéressent pas aux problèmes basiques. Moussa Moïse, vous êtes allé plus loin. Vous avez posé 2 questions ici à 2 grands leaders. Ils ont pataugé, ils n'ont pas pu répondre. Notamment Célou Dalin sur le prix de carburant, il ne connaissait même pas. Lansana Kouyaté la veille, il ne savait même pas combien ça coûtait le sac de riz. Dans d'autres pays comme les États-Unis, comme la France, vous êtes disqualifiés parce que vous ne pouvez pas prétendre résoudre les problèmes d'une population à la base surtout et ne même pas connaître les questions basiques des prix de sac de riz, de carburant. C'est là où ça commence. C'est pour vous dire combien de fois il faut interroger ces gens-là et vous serez déçus à la longue. Bien, allez-y Madame Yoruba. Et ce que je voudrais dire, c'est pas une première que des personnes ici, on ne s'intéresse pas sur le background d'un candidat pour qu'il soit. C'est là le gros du problème dans ce pays. En fait, les gens viennent, ils apprennent au palais Sékou Touré, ils apprennent à la présidence. C'est là le problème. Je pense qu'il faut avoir un certain background, il faut avoir une certaine expérience pour conduire les destinées d'un pays. Mais c'est face à cela, si c'est comme cela que ça doit se passer, on sera toujours confronté à ce genre de difficultés. Allez-y mon cher Thomas. En fait, c'est ce que Machiavel appelait l'art de l'État. Vous ne pouvez pas venir vous le prétendre à être à la magistrature suprême si vous ne savez rien de comment l'État fonctionne. Et justement, nous journalistes pouvons contribuer à développer cet art-là pour ne pas qu'on soit surpris à l'avenir. Maintenant que nous avons Monsieur Mohamed Camara dans ce studio, il y aura beaucoup de chantiers, ce que j'appelle les chantiers de la loi, et il y a beaucoup de vides à combler pour le prochain président élu, mais nous aimerions déjà vous entendre sur la question actuelle, la CENI notamment. Il y a hier le RPG Arc-en-Ciel qui récusait une candidate, celle de l'opposition à la CENI. On aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Existe-t-il une raison ou un élément juridique, un argument juridique qui permettrait au RPG de recuser la candidature de Hadja Ramatoulaye? Voilà, réaction à chaud, Mohamed Camara. C'est non, la question, la réponse. En fait, vous savez, les textes de loi ont été mis de côté dans notre pays.
les pouvoirs publics ne respectent pas les textes de loi, l'opposition n'aime pas l'application des textes de loi, préférant le consensus. Et ça a pénalisé notre pays. Et donc, comme la loi 016 n'a pas été respectée, la constitution n'a pas été respectée, et les mêmes acteurs ont voulu d'une CENI politique pour leur donner justement de la migraine, parce que dans la vie, chacun est otage de son propre choix. Et donc, si au niveau de la loi 016, il est indiqué que ce sont les mêmes conditions qui ont prévalu à la désignation des commissaires qui devraient être observés pour remplacer ces personnes. Si on est allé jusqu'au niveau de conclure un accord qui ne respecte pas les textes de loi, mais qui a le mérite d'intégrer ce qu'on appelle un plan de paix pour que sortir de crise, il va de soi que les termes soient appliqués de bout en bout. C'est pourquoi quand j'avais entendu le ministre de la Justice, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais pour une fois j'avais dit non, attention, quand il disait on va voir l'applicabilité de l'accord, on n'est plus au stade de l'applicabilité, mais de l'application. C'est une erreur qu'il faut éviter de commettre. L'application. Donc même si les membres de l'opposition envoyaient quelqu'un qui devant des textes de loi ressemblait comme si c'était un coq qui regardait un calendrier, c'est pas le problème de la mouvance. C'est clair. Si tant est que la personne ne soit pas condamnée au niveau des textes de loi, c'est tout, c'est toute la logique. Donc on n'a pas à dire, voilà, on a le droit de regard sur vous. Et c'est pourquoi ces personnes-là ont intérêt à être en dehors du pays. Parce que toutes les fois qu'elles arrivent le plus avec leur seul sac, elles n'ont pas intérêt à ce que les acteurs politiques s'entendent. Comment voulez-vous qu'un accord obtenu à minima, que les militants même de l'opposition tombent sur les acteurs politiques, y compris moi-même, pour dire tout ça pour ça. On ne peut pas dire aux acteurs politiques de la mouvance de l'opposition de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout et tomber sur eux à bras raccourcis pour dire non, vous êtes fait berner. Donc, voulez-vous qu'ils se déchirent entre eux, y compris le pays? Non. La vocation essentielle de la loi, c'est quoi? C'est la cohésion sociale. Toute personne qui va se mettre dans le juridisme pur et dur n'est pas du tout, en tout cas, à l'avantage du pays. Est-ce que c'est pas carrément le problème guinéen, parce que le problème guinéen, c'est l'inaction des institutions. Je vais donner un exemple basique. Prenez notre Assemblée nationale. On va vers l'élection présidentielle. Il y a une session extraordinaire qui a été convoquée. Mais vous n'avez pas entendu les députés dire bon, on va mettre en application l'article 50 de la Constitution pour demander au président de présenter l'état de la nation. Premier élément. Deuxième élément, voter une résolution pour dire monsieur le président, voilà, la Cour des comptes est là. La CENI a fait une proposition non seulement de plancher en termes de cautionnement, mais de plafond en termes de plafonnement. Mais la Chambre des comptes de la Cour suprême est tombée dans la caducité fonctionnelle et l'incompétence à connaître des questions liées au compte de campagne au niveau des élections. Parce que si l'article 155 de la Constitution permettait par exemple que les institutions restantes continuent à jouer le même rôle jusqu'à l'installation des nouvelles, mais l'article 160 vient fermer la porte pour dire que les institutions là devraient être mises en place 6 mois au plus tard après l'installation de l'Assemblée nationale qui est intervenue au mois de janvier 2014 en principe au mois de... Bien. Non, allez, au mois de 1er janvier 2014, elle a été installée. Au mois de juin 2014, on devrait installer toutes ces institutions. La seule institution qui devrait être pénalisée, c'est le Conseil des collectivités locales qui doit être mise en place 3 mois après l'élection locale. Mais les institutions, les députés ont 3 fonctions. La première fonction, c'est de représenter le peuple, l'article 59 de la Constitution. La deuxième fonction, c'est de voter les textes de loi. Et la troisième, contrôler l'action du gouvernement. On peut aller loin d'ailleurs. Quand vous prenez l'article 117 de la Constitution, les députés, parce qu'à un moment donné, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale dire non, mais écoutez, il y a la séparation des pouvoirs dans l'affaire Ousmane Gawal. Non, ce n'est pas le cas. Séparation des pouvoirs ne veut pas dire inexistence de moins d'action réciproque. Quand un dossier comme cela est là, politisé à souhait par l'UFDG, les grandes gueules, et politisé à souhait par des ministres qui se relaient au niveau des médias, alors qu'ils ne sont pas juges, il appartenait au président de l'Assemblée nationale de mettre en application l'article 65 pour dire alors stop. On ne dit pas qui a raison. On va dire on a failli quelque part, Mohamed Kamara, c'est très important. Vous avez dit tout de suite que l'Assemblée nationale devrait interpeller le président pour faire le diagnostic en ce qui concerne le pays. Mais d'abord, si on fait le bilan, l'état de la nation, aujourd'hui, on fait replay, on revient en arrière. Depuis 5 ans maintenant, le président de la République est élu en Guinée-Conakry. Si on fait un peu le bilan, on fait le replay dessus. Si on vous pose la question à savoir l'état de notre justice, quel direz-vous, Mohamed Kamara? Mi figue, mi raisin. Oui, bien sûr. Oui, pourquoi? Il y a des réformes. C'est pourquoi quand je dis mi figue, mi raisin, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont positifs et il y a des éléments négatifs.
C'est cela. Les éléments positifs, c'est qu'il y a des réformes qui ont été engagées par le ministre de la Justice, qui est venu à un moment donné, même s'il avait fait un petit faux pas quand il a demandé à mettre en place le Conseil supérieur de la magistrature en faisant un appel à candidature, alors que la Constitution indique déjà, c'est comme quand on veut mettre l'Urtelgui en place, c'est pas quelqu'un qui va être journaliste ailleurs, vous allez désigner en votre sein quelqu'un qui va vous représenter là-bas. Mais heureusement, moi j'avais fait à l'époque une tribune qui a été prise en compte, et heureusement la Cour suprême, et là il faut saluer le président de la Cour suprême, qui a fait une ordonnance justement pour rectifier le tir. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu des lois, la loi 054 et la loi 055 sur le Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi sur le statut de la magistrature, qui sont des avancées. Les États généraux? Oui, mais non, les États généraux datent du mois de mars 2011. Il y a eu 5 recommandations qui étaient là, l'indépendance de la justice, mais encore, quelle indépendance? Il y a la question des infrastructures, alors qu'il y a des palais de justice qui sont justement dans les maisons en location. Il y a la carte la carte pénitentiaire et tout cela, la question d'équipement, la question de l'intégration judiciaire. Donc, il y a tous ces éléments-là. Donc, je pense qu'il y a des projets qui sont en avance présentement avec le code pénal révisé, le code de procédure pénale. Je pense que ça, c'est des avancées. Par contre, la question de l'incomplétude des institutions a beaucoup pénalisé. Et tout chef, Montesquieu l'a dit, Zacharie a bien fait de rappeler, Montesquieu dit que il est d'une expérience éternelle que l'homme, une fois porté au pouvoir, est tenté d'en abuser. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Quand on sent qu'il y a un manquement dans le cadre de l'application des textes de loi, l'Assemblée nationale se doit de dire, voilà, dans notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale, parce qu'au-delà de ces 3 fonctions-là, on peut aller loin d'ailleurs. Il faut mettre en place, par exemple, la Haute Cour de justice qui peut juger un président ou bien un ministre. Parce que cela ne peut pas passer devant les autres juridictions. Qui est là pour administrer cette piqûre de rappel si ce n'est pas les députés? Mais vous avez vu les députés de la mouvance voter des conventions à la Simandou en l'absence des députés frondeurs qui ont boudé l'Assemblée nationale en violation de l'article 70 de la Constitution. Parce qu'un député de l'opposition n'a pas à obéir à l'injonction d'un leader pour dire, comme un collégien qui a un mécontentement, pour dire bon. Mais est-ce que ces députés-là lisent les textes de loi? Justement, je ne suis pas d'accord avec toi. Le problème, c'est quoi? Vous savez, c'est comme quand les gens disent dans notre pays 90% des gens, ce sont des analphabètes. D'abord, de quelles statistiques tu tournes dessus? Deuxièmement, quand vous dites la population analphabète, une population analphabète ne veut pas une population bête, elle a une langue de communication. Bien sûr. L'État a l'obligation de mettre en application l'article 25 de la Constitution pour traduire le contenu des textes de loi et mettre à contribution les Justement, monsieur Camara, vous faites bien. Vous faites très bien de rappeler Montesquieu. Ce qu'on a souvent déploré, c'est la super présence de l'exécutif, notamment du président de la République, qui nomme à tous les emplois civils, avec toute cette force que la loi lui confère. Comment, justement, ne pensez-vous pas que le prochain président devrait travailler, même avec l'Assemblée nationale, à réduire un peu le champ du président de la République, à équilibrer plus ou moins les pôles de pouvoir? Vous avez tout à fait raison. Mais là, il m'étonne, franchement, tabac, parce qu'à l'écouter tout à l'heure, là, il disait des choses par rapport au président, on dirait un roi. Mais oui, justement, c'est pour corriger ça, Lamine. C'est pour le comme par hasard. Allez-y, Mohamed. Il a tout à fait raison. Quand vous prenez la Constitution guinéenne, les 162 articles, vous voyez qu'il n'y a que 22 articles qui sont consacrés à l'ensemble de la population, droits et devoirs. Pendant ce temps, il y a 25 articles qui sont consacrés au seul président de la République. Avec quel contenu? Mais aucun président ne viendra, les 8 candidats là, personne ne viendra pour dire je voudrais que vous grignotez sur mon pouvoir. C'est clair, il faut qu'il y ait des institutions qui contrôlent pour dire non, il y a ceci, il y a cela. Et c'est pourquoi votre rôle présentement, les acteurs vont se multiplier au niveau des débats. Le candidat qui va refuser le débat doit perdre. C'est clair. Parce que vous ne pouvez pas prétendre diriger un pays et fuir un débat. C'est clair. Et quand vous venez au niveau justement des débats, vous devrez dire aux médias, chers citoyens, voilà ce que je suis en droit de faire pour vous. Voilà l'idée. L'idée est lumineuse, mais ne perdez pas assez de temps sur cela. Quelle est la stratégie de mise en œuvre en phase préparatoire, exécutoire et post-exécutoire? Quels sont les moyens que vous allez utiliser à cet effet? Vous allez obtenir ces moyens à partir d'où? Et après, quand vous allez faire des feux croisés comme Moussa Moïse l'a fait avec un leader, alors automatiquement, s'il est embarrassé, il va se mettre à citer des statistiques. À tel chiffre, quand vous le piquez au vif, aux pirouettes, alors tout de suite, il va dire c'est celle statistique. Vous dites, la statistique là est issue d'où? Quand il dit des statistiques, après le passage de chaque candidat, faites un compilé de toutes leurs statistiques pour dire quel est le candidat qui manque,
et celui qui dit la vérité. Ah ben alors là, hein. Ah oui, oui. C'est important. C'est bien d'écouter tout cela parce que moi j'ai demandé un petit peu le diagnostic en ce qui concerne la justice guinéenne. On a parlé des états généraux, entre autres. Oui. On aimerait savoir aujourd'hui, si la justice guinéenne était malade, aujourd'hui on peut dire elle est convalescente. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement, Mohamed Camara? Parce que c'est important de comprendre, c'est important de savoir. Oui, vous voulez toujours une sorte de pic. Mais en clair, c'est que la justice a des éléments positifs et des éléments où ça ne va pas. Ouais. Là où ça va, c'est des réformes qui sont engagées présentement. Là où ça ne va pas d'abord, c'est le mental. Beaucoup de gens, d'ailleurs, dans la même dans elle n'est pas indépendante? Oui, mais vous savez, l'indépendance, c'est le pendant d'Achille même de cette justice. S'il vous plaît, l'indépendance d'un juge d'abord commence par l'indépendance interne. Même si les textes sont consacrés, les gens vont... Prenez un exemple typique. La campagne n'est pas encore lancée dans les administrations. Justement. Il y a la campagne qui bat son plein. Qui devrait taper du poing sur la table, mais le procureur, ils sont rapides à dire flagrant délit, mais ça c'est clair. L'article 52, l'article 53 de la loi électorale. Récemment, j'ai entendu un leader, puisque je n'étais pas dans ce studio. Je termine l'idée. Quand vous prenez l'article 52, l'article 53, très clairement, le procureur, donc le parquet peut mettre en mouvement l'action publique que tous ceux qui font ce qu'on appelle le trafic d'influence, tous ceux qui font de la politique dans l'administration qui doit être neutre, qui plus est d'ailleurs, l'accord du 20 août dernier indique à son point 5 que l'administration doit être neutre. Mais les gens le plus souvent, vous avez vu, en rappel, quand vous voyez la manière dont les gens sont endoctrinés, l'article 31 de la Constitution du 14 mai 82 indiquait que tout citoyen guinéen doit faire preuve de vigilance révolutionnaire envers tout élément hostile au pouvoir révolutionnaire établi. En clair, avantage, l'autorité est au courant tout de suite là de l'information, il y a stabilité et sécurité, mais inconvénient, délation, les gens deviennent méfiants. Finalement, même quand vous êtes dans l'administration, quand il y a un salaire qui est perdu, c'est grâce à un chef. C'est pas le chef, c'est votre travail. Ça, c'est encore que c'est un salaire minable. Mohamed Moussa Moïsi. On sait que les justiciables n'ont plus confiance à l'institution, c'est clair. Maintenant, comment faire renaître cette confiance? Faut-il mettre l'accent sur les hommes ou sur les infrastructures d'abord? Le tout. D'abord les hommes. Gilbert l'a dit, que les gens les moins compétents doivent être systématiquement affectés au poste du risque de causer moins de dégâts. Si vous m'envoyez dans une usine, mais c'est clair. Des grandes gueules. Allez-y, madame. Alors, Mohamed, moi, deuxième élément, mais vous posez des questions dans tous les sens. Oui, mais c'est ça les GG. On n'est pas dans politiquement correct là, Mohamed. Il n'a pas répondu à la question de Moussa et c'est la question centrale. Les gens ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme schéma de sortie de crise. Parce que la justice guinéenne, elle est malade complètement, elle est grabataire. Vous entendez les gens dire l'université guinéenne forme des chômeurs. Une université n'a pas pour vocation de créer de l'emploi pour les gens. C'est clair. Ou bien dans la définition d'une université, on dit encadrement, formation et création d'emplois. Non. Même l'État n'a pas pour vocation de créer l'emploi pour tout le monde. Il faut mettre les conditions pour que les talents qui sont dans les bassins de compétences à l'extérieur et en Guinée qui viennent. En Guinée d'ailleurs, même quand vous commencez, les talents naissants qui arrivent, on vous effraie. On dit, je connais le pays là, fais attention. C'est pour vous inviter à candidater dans la classe des médiocres. Finalement, pour qu'ils vous colonisent et qu'ils mettent leurs enfants dans la posture à vous coloniser. Sinon, quand on aime une autorité, on ne la pousse pas à jeter l'essentiel de son énergie dans la gestion d'une crise. On fait une proposition concrète pour que la population dise on regrette pourquoi vous n'étiez pas venu au pouvoir très tôt. C'est tout. Mais quand vous voyez, ils n'ont qu'un seul sac en Guinée, avec un billet d'avion annuel. Chaque fois qu'il y a problème, paf, ils sont en dehors. Alors que nous autres, nous n'avons nulle part où aller. C'est pourquoi ces personnes-là qui commencent déjà à dire non, l'opposition n'a pas à présenter telle personne, il faut les tacler de façon républicaine. Parce que c'est compromettant pour le tissu social. Ce n'est pas bon. Donc la question de la formation, les infrastructures. Et il faut sensibiliser la population pour avoir confiance à sa justice. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle une faible judiciarisation. Je vais vous donner un exemple basique. Quand il est dit par exemple au niveau d'une loi, on dit le plafonnement c'est 20 milliards. On dit celui qui fait le dépassement du plafonnement en application de l'article 221 de la loi électorale va écoper d'une sanction allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 3 millions à 6 millions ou de l'une des deux peines seulement. Si vous ne faites pas la pédagogie pour expliquer ça à un citoyen, quand un leader va dépasser cela et qu'il soit condamné à l'une des peines, c'est-à-dire à payer seulement 6 millions, le citoyen va dire on m'a beaucoup dit que la justice est corrompue. Voilà une illustration parfaite. Donc il faut faire cette pédagogie de communication pour que les gens sachent. Je vous donne un autre exemple basique. Quand on vous dit la mine détient un micro omnidirectionnel, celui qui casse le micro là, si c'était payé à 1 million, va payer 12 millions. Après on dit sans préjudice de poursuite judiciaire. Et ça veut dire quoi? La personne va dire mais comme c'était 1 million, donc vous avez payé 12 millions, donc vous n'êtes pas poursuivable. Non, ça veut dire que le paiement des 12 millions ne constitue pas une garantie pour vous poursuivre au niveau de la justice. Donc il y a cette question de pédagogie à expliquer et que les acteurs qui sont en train de se battre, que vous puissiez
faire ce contrôle-là pour dire, vous avez dit telle statistique, Ruby va faire une étude, va faire du journalisme d'investigation pour savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas tout normal. Est-ce que l'on part vers le bon tempo ou pas du tout vers le bon tempo. Est-ce que les institutions, 11 députés sur les 114, ça suffit pour mettre en accusation ce qu'on appelle faire une demande de mise en accusation à l'Assemblée nationale. Voilà, le grand oral, Mohamed Camara, oui, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Madame Yoruba. Alors moi, la question que je voulais poser, Mohamed, c'est par rapport aux institutions dont on parlait tout à l'heure. Nous n'avons pas encore la Cour des comptes installée. Est-ce que la Chambre de la Cour suprême peut jouer actuellement le rôle de la Cour des comptes? Non. Et comment ça va se passer? Que pensez-vous du dispatching des espèces sonnantes et trébuchantes par les différents candidats? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ils tombent sous le coup de l'article 53 de la loi électorale. D'abord, les campagnes, et c'est pourquoi j'ai aimé quand la HAC a fait une sorte de communiqué, mais vers la fin, on voit au niveau des médias publics des discours qui se tiennent au relent de campagne. Ça devient. Mais justement, cet acte n'est même pas respecté aujourd'hui. Oui. C'est ça le problème. Non. On sait bien qu'elle a fait un communiqué dessus à dire qu'elle regrette un petit peu en ce qui concerne la campagne. Oui, si. C'est pas moi qui l'ai indiqué. Ouais. L'article 39 de la loi électorale, improprement qualifié de code électoral, l'article 39 de cette loi électorale indique que nul ne peut battre campagne sous quelque forme que ce soit avant que le décret ouvrant officiellement la campagne ne soit pris. Quand c'est fait, c'est très dangereux. Un ministre, par exemple, est un homme politique. Il peut battre campagne, mais il doit patienter pour que le président de la République prenne un décret. Avec tout le. Et si c'est le président qui commence, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas une très bonne chose, c'est une violation. Mais qui doit faire comprendre cela? C'est les institutions. C'est tout. Les ministres, y compris les leaders, parce que la campagne, c'est pas à ce niveau seulement. C'est comme des mouvements, les mouvements qui se créent. Tu entends sous compter Mozalak, Pozalak, Finilak, et puis finalement, ça nous a laissé dans une sorte de lac de gouvernance. Maintenant, là, vous entendez cric, crac, crac. Je crains que l'on soit dans une sorte de crack, qu'on craque en mandat, dans la gouvernance, ou qu'on ait besoin des crics pour soulever des roues en panne. Donc, je pense que c'est extrêmement. Écoutez, monsieur Lamine, quand vous les grandes gueules. Quand vous voulez d'une autorité, qu'est-ce que vous faites? Sans bruit, ni trompette, ni tempête. Vous faites une démarche silencieuse pour aller de porte à porte pour sensibiliser les citoyens à l'effet de voter. Parce qu'une personne, une voix, n'est-ce pas? Et comme au lieu d'aller percevoir de l'argent dans les mains d'une autorité pour dire on va vous montrer que nous sommes avec vous, tu es beau, tu n'as pas besoin de le dire. Mais tu milites dans les formations. Et vous entendez les mêmes formations politiques dire structures parallèles. Les mêmes structures vont vous paralyser. Elles vont vous paralyser. Et c'est pas bon. Allez-y, Roby. Alors, j'ai juste deux questions pour Mohamed. Récemment, Lansana Kouyaté disait que s'il était élu président, le premier acte majeur qu'il prendrait, c'était évidemment de faire voter une loi pour faire respecter les lois. On a envie bien de comprendre en tant que juriste. Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est pendant les campagnes, pendant les périodes de campagne, est-ce qu'il y a une loi qui canalise l'utilisation des moyens, je ne veux pas dire des moyens de l'État, mais des moyens publics comme les panneaux publicitaires, comme les espaces publics, parce qu'il faut quand même équilibrer, il faut donner les chances à tous les candidats de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vendre leur visibilité, de pouvoir vendre les espaces publics consommables. Est-ce qu'il y a une loi qui canalise cela? Mais bien entendu, je vous ai cité tout de suite l'article 53 de la loi électorale et les dons, les promesses de positionnement. Parce qu'en Guinée, c'est ce qui fait la difficulté. Chacun surveille son poste. Et si tu ne fais pas attention, on va faire ceci, on va faire cela. Vous êtes venu au niveau d'un poste, vous allez quitter par rapport à ce poste. Les gens se mettent dans ce chemin-là, c'est pourquoi ils se vendent. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas vouloir d'une doctrine et renoncer à ses principes. Par rapport aux propos de M. Kouyaté, je pense, il n'a pas bien compris le droit à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui existent. Chaque institution doit jouer son rôle. Et le procureur, sachant par exemple qu'en Guinée, en application de l'article 43 de la loi électorale, personne ne doit battre campagne de 23h à 7h du matin. Vous allez voir des mouvements démagogiques tympaniser les citoyens dans le quartier. Parce qu'à coup de sonorisation, crachant des décibels pour justifier des sorties de fonds. C'est leur pièce justificative, ça. Et donc, le procureur, entendant ça, doit mettre en mouvement l'action publique. C'est tout. Donc, je pense que c'est l'inaction des institutions qui cause le problème. Imaginez par exemple qu'il y ait des institutions qui restent en application, en souffrance. Mais l'Assemblée doit dire non, nous sommes les élus du peuple. Chef, mettez en application telle, sinon parce que vous avez juré de respecter telle constitution. Vous allez voir tous. Pensez qu'en Europe, les gens respectent les textes de loi parce qu'ils respectent.
ils ont peur de deux choses. Un, la justice qui va se mettre en branle contre eux. Et deuxièmement, le vote sanction de la population. Mais dès lors qu'on est en Guinée, on s'abrite derrière l'ethnocentrisme. Pour dire, si on veut conquérir le pouvoir, on est dans l'ethnocentrisme pour cimenter les militants et les aveugler. Ouais. Si on veut se maintenir au pouvoir, on cimente les militants également dans le cadre du régionalisme et du militarisme. Ce n'est pas tout normal. Bien, allez-y. Moi, je m'intéresse à la question de l'état des droits. Et c'est vrai que sous Alpha Condé, on a chanté sous tous les toits que cette gouvernance est engagée dans la construction d'un état de droit. Mais il y a eu énormément de violations de droits humains, beaucoup de tueries, beaucoup de violences sous Alpha Condé. Quel est le constat dans le secteur et qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la protection, le respect et la promotion des droits humains en Guinée? On sait qu'il y a un ministère des droits de l'homme et des libertés publiques qui a été mis en place, donc ce qui exprime là une volonté politique, mais la réalité elle est tout autre sur le terrain. Quel est votre regard sur ce secteur? Vous savez, il appartient au juge d'apprécier toujours les infractions pour savoir est-ce que tel fait constitue de faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction au plan pénal. Donc l'appréciation souveraine appartient au juge. Mais il n'appartient pas non plus à moi de dire, bon voilà, il y a telle violation. C'est le juge qui doit... Dès lors que quelqu'un estime en Guinée qu'il a le droit, la qualité, la capacité et l'intérêt à agir, il ne doit pas recourir à la rue, il doit d'abord aller au niveau de la justice. Maintenant, si le juge aussi ne rend pas la justice, il doit être sanctionné. Quand vous prenez l'article 202 du Code pénal, un juge qui refuse de rendre la justice, c'est parce que la loi est obscure, il veut simplement faire le déni de justice, il doit être suspendu de sa fonction de 5 ans à 20 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Et payer une amende de 50 000 à 300 000 francs guinéens. C'est cela. Mais en portant plainte, il faut maîtriser la procédure. Mais les institutions, c'est elles qui doivent jouer un grand rôle. Imaginez comment les institutions ont été mises en place. J'entendais l'INEDH dire qu'il n'y a pas de siège. Mais c'est les députés qui doivent dire non, attention. Vous ne pouvez pas, l'argent qu'on donne, voilà, exécutif, faites ceci. Bien. Mais si l'Assemblée nationale, au perchoir déjà, vient dire non, il y a séparation des pouvoirs ne veut pas dire inexistence de moyens d'action réciproque. Sinon, on n'allait pas choisir 6 députés parmi les 114 députés pour faire partie des 9 membres de la haute cour de justice à l'effet de juger un président un jour ou un ministre qui aura commis ce qu'on appelle un délit. Ouais. C'est clair, c'est garanti à l'article 117 de la Constitution. À vous entendre, on a l'impression que le procureur quand même est central, est très central dans la question de la justice guinéenne. Oui, mais chez nous, il faut son indépendance. Absolument, j'en reviens. Si les procureurs répondent des injonctions du ministère de la Justice, garde des Sceaux, il va de soi. J'en reviens. Depuis toutes ces années, on a l'impression que les différents procureurs qu'on a connus dans ce pays sont déconfitis, complètement abandonnés à eux-mêmes. Mais oui, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, mais attends que je pose ma question, la mine. Comment fait-on pour avoir dans ce pays un procureur fort, un procureur indépendant, un procureur courageux? Il faut faire des réformes au niveau des textes. Et qui doit faire des réformes au niveau des textes? Soit l'initiative vient de l'exécutif qu'on a fait, le président l'a appliqué, le gouvernement, ou bien l'initiative peut venir des députés. Mais vous avez vu, après 2 sessions, les députés, la moisson la plus maigre, ils n'ont même pas pu s'entendre sur leur règlement intérieur. Alors qu'ils sont là pour le peuple. Vous entendez le député de l'opposition quitter pour dire non, nous on boude l'Assemblée. Alors que c'est le peuple qui a dit, allez-y nous représenter, votez les textes de loi et contrôlez le gouvernement quoi qu'il en coûte. Et vous allez voir les députés de la mouvance aussi se tromper d'époque pour dire, bon, comme les députés de l'opposition ne sont pas là, ils ont fatigué beaucoup par rapport à la manifestation, paf, votons une loi contre la manifestation. Se trompant et de cible et de priorité. Parce qu'en lieu et place d'une loi contre le terrorisme et la sécurité de la population et une loi par rapport à la manifestation, je trouve les 2 autres prioritaires par rapport au droit de la manifestation. Parce que l'État, au-delà du fait d'accorder la manifestation, doit protéger l'itinéraire de la manifestation. Ouais. Dire qu'il y a des manifestants bandits armés, c'est un faux argument parce que un manifestant armé est un bandit, c'est pas un manifestant. Il appartient à la police, à la gendarmerie de se mettre à leur trousse. Il n'appartient pas aux organisateurs d'avoir leur police privée, leur gendarmerie privée et leur armée privée. Ouais. Donc encore une fois, l'immobilisme des institutions, c'est ce qui va pénaliser. Après on va dire non, c'est le chef qui jouait sur tout. Le procureur qui est à l'écoute, qui ne met pas en mouvement l'action publique pour non, j'ai été bloqué dans mon élan de progression, tu n'auras pas d'argument clair à avancer. Voilà. Les médias aussi, vous devrez veiller beaucoup pour faire une sorte de vigilance. Tel a dit ceci, il a dit cela, vous faites un recoupement. Il y a des spécialistes qui sont en train d'écouter, sur le contrôle desquels on est en train de parler. Donc ils vont vous dire non, il a donné telle statistique, mais c'est pas correct. Mais avec des vérifications. En le faisant, vous allez aider la population pour qu'on ne soit pas comme dans la logique de 2010, où il y avait seulement que des invectives. Ouais. Ah, tel est ceci, tel est cela. La population n'a pas besoin de cela. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut venir dire, je dois faire tel élément.
par rapport à les candidats, par exemple, qui vont dire, bon, je vais insérer une proposition de loi, un projet de loi pour diminuer le pouvoir de l'exécutif. Ensuite, supprimer, par exemple, la confusion au niveau de la Guinée. Est-ce qu'on est dans un régime présidentiel, auquel cas on n'a pas droit à un premier ministre, mais un vice-président, pour qu'en cas de succession, que l'on ne soit pas dans une tentative d'instabilité et que le vice-président continue le mandat. Ou bien on veut être dans un régime parlementaire, ou bien on veut être dans quel type de régime, mais en associant la population à la base, mais pas en chapeautant justement des textes de loi pour dire voilà, il y a ceci, il y a cela. C'est ce qui pénalise notre pays. Allez-y, madame. Il y a la HAC qui a pris hier, comment on appelle? En tout cas, il y a eu un communiqué qui est sorti demandant de fermer un média du côté de Kankan, une télé et une radio, notamment en invoquant des articles de la loi fondamentale. Est-ce que on peut invoquer des articles de la loi fondamentale ou bien il faut faire recours à la loi L002 du code des médias? S'il y a une infraction, la HAC est habilitée à invoquer les textes en suivant ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique interne. Quand vous prenez le Code civil guinéen, son article 9, ça fait une classification des lois. La grande sœur, la fille aînée des lois en Guinée, c'est la Constitution. Après la proclamation, après les traités et les conventions, après la loi, après l'ordonnance, après le décret, après l'arrêté ministériel, après la décision ministérielle, après l'arrêté régional et enfin la décision régionale. C'est garanti à l'article 9 du Code civil. Mais en le disant, il faut quand même que les gens apprennent à faire preuve de proactivité et à éviter des sanctions de 2 poids 2 mesures. Je ne peux pas comprendre que l'on sanctionne du côté de Kankan et qu'on voit au niveau des médias publics des messages qui se passent alors que le décret ouvrant la campagne n'est pas encore pris. Donc ce n'est pas une très bonne chose. Donc il faut que la même loi soit pareille pour tout le monde parce que c'est de nature à crédibiliser les institutions et à effrayer les gens. Imaginez qu'un élément passe au niveau des médias publics et qu'on dise bon, vous êtes suspendu pour émettre au moins 24 heures. Ça protège même les journalistes des médias publics qui reçoivent des contre-ordres et des ordres pour dire élément de souveraineté. Mais un élément de souveraineté qui pénalise la loi, c'est un élément de souveraineté ça? Alors là, pas normal. Allez-y Mohamed, Moussa Moïsi là. Les grandes gueules. Que dire d'abord de la neutralité de l'administration dans le jeu politique. On a vu que X candidats étaient dans telle région. Il y a quand même des fonctionnaires qui se déplacent en masse pour venir l'accueillir, pour venir l'applaudir. Et aussi des banderoles à l'effigie de certains partis politiques qui sont affichés près ou même sur des bâtiments administratifs. Que dire de cela? Et il y a cette deuxième question que le Luc du professeur Alpha Condé pose. Il dit qui est le Luc? Il s'appelle Junior Condé Lai. Que dit Mohamed à propos des streetballers dans les quartiers? En fait, la première question, la neutralité de l'administration est garantie d'abord à l'article 26 de la Constitution. Un administrateur est neutre, le service public doit être neutre. Sinon, vous ne pouvez pas satisfaire le besoin d'intérêt général de la population en toute tranquillité. Deuxième élément, quand vous prenez l'accord du 20 août, en son point numéro 5, il est dit que l'administration doit être neutre. Troisième niveau, quand vous êtes au niveau de l'administration, vous avez le droit de militer au niveau d'un parti, mais l'administration, son enceinte doit être neutre. On ne parle pas politique ni battre campagne dans les locaux de l'administration. Ce n'est pas une très bonne chose. Et donc, maintenant, pour les mouvements de soutien, moi je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est des stratégies de levée de fonds pour faire la ponction de l'économie de l'État. Et finalement, quand un inspecteur financier vient pour contrôler, on dit oh non, tu veux me contrôler quoi? C'est pour réélection de tel nom. Il est bloqué dans son élan de progression. Et ça fait... Maintenant, quel est le droit que lui, il a pour vous donner 2 millions, 3 millions en nageant, en pataugeant dans l'argent de l'État? On a tous les mêmes droits dans ce pays-là. Nous avons tous nos aïeux, c'est-à-dire nos grands-parents, c'est ici. Personne n'a le droit supérieur par rapport à quelqu'un d'autre. Abakar, tu as étudié, tu as été major de ta promotion. On n'a pas à te donner des injonctions et à te filant des petits sous. Non, pas du tout. C'est les 3 éléments de la vie. On se forme pourquoi? Ah mais c'est clair. On se forme pourquoi? Pour être utile à soi-même, être utile à la nation et être utile à sa famille. Sauf que les jeunes qui sont dans les quartiers ne sont pas formés. Non, ils sont formés. Ils sont formés, mais leur... Ah non, je ne peux pas dire que les jeunes ne sont pas formés. Les jeunes, il y a des talents qui sont là, mais qui sont bloqués dans leur élan de progression. Ces jeunes-là, on les miroite en faisant comprendre que si tu ne fais pas ceci, tu ne vas pas te positionner. Et ce n'est pas normal. Voilà, on reste là-dessus. Allez, t'as ma dernière question. J'aimerais avoir votre avis sur le recalement, si on peut le dire, de Moussa Dadis Camara à Ouagadougou. Votre œil de juriste, votre appréciation de ce qui est en train de se faire. Et aussi, vous pourriez nous dire de quels moyens est-ce qu'il peut disposer pour faire en sorte qu'il puisse rentrer. C'est une question. Mais l'autre question, c'est
c'est relatif à ce que Obama, le président américain, avait dit lorsqu'il disait que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes, mais d'institutions fortes. Est-ce qu'il s'agit d'une réalité guinéenne et comment y parvenir? Est-ce que ça doit constituer un chantier pour le prochain président? Justement, je commence par la deuxième. Quand M. Obama, qui est un de mes idoles, après le président sud-africain qui est décédé, Mandela, Obama arrive. Mais je ne suis pas d'accord avec ses propos. Pourquoi? Parce que, en fait, un universitaire n'englobe pas tout. C'est comme ça un président allait à Dakar pour dire bon, l'homme noir n'est jamais assez rentré dans l'histoire. Les universitaires ont applaudi à tout rompre. Après, ils se sont rendus compte, tiens, il nous manque de respect, après on applaudit. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est les hommes qui impriment une dynamique à une institution. Robert Badinter, au niveau de la France, quand il a été nommé au niveau du Conseil constitutionnel, quand on lui a posé la question, discours d'introduction, il a dit, monsieur le président, à partir de l'instant, j'ai envers vous un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire, si vous continuez à penser que j'allais tordre le cou droit comme Paul Yaoundé l'a fait en Côte d'Ivoire pour avoir le mérite de donner un même mandat à deux présidents différents, ne comptez pas sur moi. Voilà. Pour l'affaire d'Addis, donc c'est les hommes d'abord qui doivent imprimer une dynamique sincère à une institution. Et puis maintenant, ils vont s'effacer pour rester l'institution. Il n'y a même pas que l'Afrique qui a besoin d'institutions fortes. Tous les États au monde ont besoin d'institutions fortes. Il ne faut pas passer par le maille du filet. Hey, l'Afrique n'a pas besoin de dictateurs. Point. Deuxième élément, M. Dadis, je pense que ceux-là qui se battent pour M. Dadis sont en train de le fatiguer. J'ai tenu le même langage pour M. Dadis quand il a suivi un débat face à face au niveau de la télévision. Il nous a fait appel avec les journalistes. Ouais. Monsieur le chef de l'État, rendez le pouvoir et partez par la grande porte. Il est à l'écoute, heureusement il est vivant, il y a des témoins aussi. Ouais. La même bouche qui dit ici Al-Dianatel, c'est la même bouche qui dit Dianamatel. Ouais. S'il est à l'écoute, encore une fois, il a besoin alors là d'une sérénité. La plupart des gens qui s'agitent présentement, regardez au niveau de la mouvance, on le jette en pâture parce que justement il s'est allié au niveau d'une alliance, alors que par le passé il était bien vu. Maintenant là, les mêmes acteurs qui font alliance avec lui et qui le diabolisent par endroits disent non mais il n'est pas encore dans la culpabilité, alors que c'est les mêmes qui ont eu à avoir des côtes brisées qui ont dit non mais écoutez, il y a ceci, il y a cela, c'est clair. Ouais. Donc il y a même d'autres acteurs avec lesquels il n'a pas fait d'alliance, qui agitent une sorte de foulard pour dire il va venir, on a affrété un avion spécial. C'est des personnes qui vont utiliser cela comme dividende politique pour dire comme il n'est pas là, tel que Papa Koli. Il n'a pas intérêt. Ouais. Bon, moi je ne cite pas de nom. Si, les gens l'a dit, hein. Non, les gens. Non, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Ouais. Moi je décris des situations. Celui qui se retrouve là-dedans, vraiment, c'est pas de ma faute. C'est pourquoi je m'adosse au texte. Allez, on arrive au terme, hein, parce que là, voilà. Une toute dernière question, Mohamed. Ouais. C'est vrai qu'on a jeté assez l'opprobre sur l'État et tout, mais aujourd'hui, quelle est la responsabilité de la loi quand il s'agit de réguler la parole de ces opposants-là, qui à un moment donné ne tiennent pas quand même le bon discours? Et ils sont avertis. Voilà. Les voilà avertis. La Cour. Allez-y. La Cour constitutionnelle a la possibilité d'arrêter, de suspendre toute émission quand les éléments ne sont pas en rapport avec le respect de l'intégrité de l'État, la question de l'indépendance, tout ce qui peut être ethnocentrique et autres là. Donc, à bon entendeur, bienvenue. Les acteurs qui vont dire je vais donner tel pouvoir à telle région, il y a un contexte qui vous permet de le dire. Les acteurs qui vont se mettre à dire ma région et ceci, ce n'est pas un langage de campagne. Vous êtes capable de faire quoi pour la population, ou bien on fait un vote sanction contre vous parce que vous au moins vous avez des villas, vous avez des enfants à l'étranger, laissez-nous travailler. Quand vous êtes au pouvoir, travaillez et ne regardez pas dans le rétroviseur. Ancien club de Premier ministre, et alors? Est-ce que c'est un crime cela? Ah non, le pouvoir n'a rien fait au bout de 5 ans, et alors? Proposez une alternative crédible. Des deux côtés, donc il faut éviter des pics interminables. La population n'a besoin que d'avancer. Et les juges et autres qui sont à l'écoute, et surtout d'autres intellectuels, si vous vous mettez à la réserve de la République, vous allez être colonisé et exploité par des gens qui n'ont pas votre propre niveau. Et vous n'aurez qu'une sorte de migraine et de crise cardiaque vers la fin. C'est tout. Merci beaucoup Mohamed Camara en tout cas d'être passé dans cette émission. Et c'est un devoir, c'est l'article 22 de la Constitution qui me permet de parler et personne ne peut légalement m'en empêcher. Merci beaucoup Mohamed. On comprend très bien, le message est compris de toute façon de l'autre côté. Allez, Moussa, un message à passer ce matin. Oui, rapidement. D'abord pour remercier Dr Faya d'avoir accepté de prendre part à l'émission Face au Peuple et aussi inviter directement le président Alpha Condé. On aimerait aussi l'avoir sur ce plateau afin d'expliquer au peuple de Guinée voilà ce qu'il pourrait faire si on lui faisait encore confiance, et aussi parler de certains sujets brûlants de l'actualité. Donc c'est une invite que nous lançons à lui, mais aussi aux autres partis politiques en lice pour ce scrutin présidentiel. Voilà, donc le candidat de RPG Alpha Condé. Allez, vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.